conférence qui a été organisée avec deux associations, Centrale Énergie, que vous connaissez bien, dont la présidente Christiane Drevet ne peut pas être là ce soir pour des raisons familiales, donc elle vous prie de l'excuser. Et Centralien du Gaz, dont le président Jacques Gauthier est là parmi nous. Nous avons le plaisir d'accueillir deux personnalités importantes du monde des hydrocarbures non conventionnels, Roland Viali de l'IFP et Michel Combarnous. L'objectif de cette conférence n'est pas d'entrer dans des considérations politiques ni polémiques sur les hydrocarbures non conventionnels, mais plutôt d'avoir un aspect technique et environnemental sur ces ressources. Je vous propose de dresser quelques points biographiques sur Monsieur Viali. Donc, Roland Viali est géologue à l'École nationale supérieure des pétroles et moteurs, l'ENSPM, promotion 1981. Il est ingénieur de recherche à l'IFP Énergie Nouvelle depuis 1983, au sein du Centre de résultats recherche, direction géologie, géochimie, géophysique. Il est chef de projet concernant la réévaluation du potentiel pétrolier des bassins sédimentaires français, puis responsable à l'IFP Énergie Nouvelle du projet Extraplaque sur les demandes d'extension du plateau continental français auprès de l'ONU. Peut-être qu'il nous en dira quelques mots. Depuis 2010, en remplacement d'Yves Mathieu parti à la retraite, il occupe dorénavant le poste de chef de projet évaluation des ressources et des réserves. Je vous prie de l'accueillir. Donc pour ma part, je vais présenter M. Combarnous, professeur émérite à l'Université de Bordeaux 1, que j'ai eu la chance d'avoir en tant que professeur à l'École centrale Paris en 2003. M. Combarnous a exercé diverses responsabilités, notamment de la direction scientifique au département sciences du CNRS, et aussi directeur de la recherche du ministère de l'Éducation nationale. Il a aussi participé à de nombreux conseils, dont des conseils d'administration de la régie Renault, ou bien de conseils scientifiques, notamment celui de Gaz de France. Et M. Combarnous est aussi correspondant de l'Académie des sciences et membre fondateur de l'Académie des technologies. Le problème essentiel, c'est la population du monde. Tout le monde connaît bien ça. Développement exponentiel de la exponentielle de la population. Les gens aiment beaucoup les exponentielles, mais ça fait plus sérieux qu'une sinusoïde. Et vous voyez bien que ça finit quand même par se tasser. On est à peu près 7 milliards d'hommes. Là, c'est une date de naissance de quelqu'un. Ça, c'est le grand-père ou la grand-mère de celui-ci, le grand-père ou la grand-mère de celui-là. Donc, quand votre grand-mère que vous avez connue, je choisissez celle qui vous plaît, est née, et quand son grand-père à elle est né, on avait moins d'1 milliard d'habitants. Ça reste quand même un problème important. Donc, effectivement, on voit des populations serrées, les gens vivent comme ça. Ça, c'est pas complètement désert, ça Aberdeen. Vous avez des immeubles autour, et donc c'est assez serré. Donc ça nous amène à Lévi-Strauss qui disait, bon, finalement, il ne fait pas l'histoire de la grand-mère, mais ça revient un peu au même. Quand vous lisez un de ses derniers entretiens, Lévi-Strauss est un type très très intéressant, parce que finalement, il est le dernier à avoir étudié une population qui n'avait jamais contacté personne au Brésil, et il a constaté que ces gens se comportaient comme nous. Donc c'est historiquement très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec l'énergétique. Mais enfin, il dit, en gros, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce qu'on va vivre comme ça? Il y a toujours 1 milliard de gens qui crèvent de faim, je le rappelle en passant. Est-ce qu'on est parti pour le radeau de la Méduse? Quel bouquet énergétique? Les besoins énergétiques. Alors ça, j'insiste pas. Je reprendrai simplement une référence qui va me servir souvent, qui est la tonne d'équivalent pétrole par an, qui est donc une puissance. Si je prends son pouvoir de combustion supérieur avec une équivalence avec un rendement de 100%, c'est à peu près 1400 watts. Si vous faites le calcul, vous ne trouverez pas ça, mais ça ressemble à peu près à ça. Tout le reste, je vous épargnerai tout le reste. N'utilisons pas les millions, les milliards et tout ça, parce qu'on n'en sort plus. Ça, c'est les histoires américaines. Des tranches de n'importe quoi, on va les mettre à 1000 mégawatts, simplement faire des calculs. Et puis c'est à peu près tout sur ce que je veux dire ça. Je rappelle qu'il y a quand même 3 usages, transport, habitat, industrie, vous le savez bien, et l'agriculture. Un point important qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des consommations explicites, c'est-à-dire celles qu'on va mesurer. Le charbon, le pétrole, le bois, en général c'est le bois et le charbon de bois, mais le reste de la biomasse on ne le compte pas trop. Toutes les renouvelables ne sont pas notées là, parce qu'elles sont en poids relativement modeste, et on va parler surtout renouvelables, rassurez-vous. Mais aussi les consommations implicites qu'on oublie. Quand je mange de l'herbe, des haricots verts, je mange de l'énergie solaire. Quand je mange du mouton qui a mangé de l'herbe, je mange de l'énergie solaire avec un rendement de 10% parce que le mouton l'assimile. Et en plus, les consommations d'énergie principales dans le monde, c'est le séchage, y compris le séchage des foins de nos grands-parents, de n'importe quoi. Et là, c'est des consommations implicites, c'est-à-dire que finalement, qui ne sont pas mesurées.
Si je regarde maintenant la consommation explicite, je retrouve ce camembert qui traîne à peu près partout. Le chiffre de 2008, il est là. Là, j'étais un peu paresseux, on dit pourquoi 2000, vous allez voir pourquoi je me justifie. Elle ressemble étrangement à la courbe qu'on a vue sur la population, vous avez vu? Ça traînaille un peu, ça décolle, mais ça monte pas comme ça va quand même se stabilisant un petit peu, et on va faire la remarque. Alors si je regarde maintenant la consommation de l'homme moyen à 2700 kcal par habitant et par jour, ça fait à peu près 130 watts par habitant, ce que j'ingère. Hein. Si je regarde les 12,4 gigatep de total qu'évoquait le transparent précédent, que je transforme en watts je mets par habitant, c'est 2500. Voilà. Et puis voilà nos deux clés, hein, avec deux types de discours. Vous voyez bien, le temps jadis, c'était très bien. Alors le temps jadis, ne nous trompons pas, c'est pas du tout le démarrage de l'industrie. Les choses ont commencé à se compliquer quand on a quitté la phase de la cueillette. La cueillette, vous ne perturbez pas un système. Vous mangez 2 pommes, et puis le pommier vit sa vie, etc. Et dès que vous commencez à cultiver, c'est déjà mal parti. Mal parti au sens Rousseau du terme, parce que Rousseau, il croyait que tout était bien, il n'avait jamais vu une vipère ni un scorpion. Alors, il est un peu limité de ce fait. On ne peut pas passer son temps à envoyer des cerises dans les soutiens-gorge des jeunes filles et regarder les scorpions. Il faut choisir. Ça, c'est une parenthèse en passant, vous avez vu, j'étais pas trop fan de Rousseau. Si je regarde la consommation par tête de pipe, à l'époque où on avait 1,6 milliard d'habitants, on avait une consommation qui était toujours en tête par an, et je prends cette référence par habitant bien entendu, qui était à peu près 0,4, puis ça monte un petit peu au fur et à mesure qu'on voit se développer des différentes formes d'énergie. Ce qui est assez intéressant, c'est que après le premier choc pétrolier, on constate, c'est pas complètement vrai, mais ces chiffres sont très exacts, que finalement la consommation moyenne par habitant dans le monde, elle est, et vous n'avez pas vu dans le transparent précédent, parce que j'étais très vite, que la population du monde croissait d'environ 200 000 habitants par jour. Alors c'est pas l'universitaire qui a oublié de compter les morts, hein. C'est bien les naissances moins les morts. Ce qui est très rassurant, parce que vous voyez, les guerres ne sont pas un facteur de régulation de la population, sinon il y aurait des guerres, hein. Faut pas se faire d'illusions. Les guillemets ne se prononcent jamais en français. Donc la moyenne de la population, de la consommation mondiale, elle est là. Et c'est très frappant, ce chiffre ne bouge pas trop, il dérape un petit peu. Et ça surprenait beaucoup les gens, de dire mais pourquoi? On entend tous dire que les pays en développement croissent, qui consomment de plus en plus, et on ne voit pas ça sur la moyenne. Pour une raison très simple, c'est que la consommation des pays nantis, là c'est 2 milliards d'habitants, hein, c'est les gens du bon côté de la barrière, ils ne font pas trop d'efforts, ils consomment toujours un peu la même chose en moyenne, mais ceux-là, ils sont plus nombreux, donc ils pèsent plus dans la moyenne, et donc de ce fait, à titre individuel, ils peuvent compenser ça. C'est un exercice qu'on peut faire facilement, mais que je ne vais pas vous livrer ici, mais qui est facile à voir. Alors c'est pas si vrai que ça, c'est-à-dire que depuis 2000, là on a augmenté l'échelle, vous voyez, alors si vous dites un 5 TEP par an, vous dites un 6, vous dites un 7, ça dépend comment on compte la biomasse, il ne faut pas trop, c'est des chiffres approximatifs, mais ça permet de faire des calculs simples qu'on va faire tout à l'heure. Et on voit bien que c'est quand même pas tout à fait vrai, que ça a l'air de déraper vers une augmentation un petit peu. Alors évidemment, dans les pays du bon côté de la barrière, la crise a calmé un peu le jeu, mais par contre, les pays en voie de développement continuent leur croissance. Évidemment, on parlait de la Chine, on parlait de l'Inde. En gros, ce qui est frappant, c'est que dans tous ces grands vecteurs énergétiques ou ces sources d'énergie, on ne va pas commencer à discuter entre vecteurs et sources, on a une grande stabilité. Hein. Le charbon, on dit qu'on a toujours plusieurs siècles de réserve. Le pétrole, avec Roland, on en a déjà un petit peu parlé, je n'insiste pas davantage. Sur le gaz, on va prendre un exemple tout à l'heure, on a quand même des estimations un peu comparables. On peut discuter à l'infini, est-ce que c'est 40 ans, 50 ans, 70 ans, mais personne ne vous dit on en a pour 200 ans, sauf si des espaces nouveaux s'ouvrent. Le nucléaire, c'est une certaine stabilisation. Je vais faire quelques remarques sur le gaz et le nucléaire. Sur le gaz, ce qui est très frappant, c'est que la consommation est strictement linéaire en fonction du temps. Pour une raison très simple, c'est que le gaz, en général, quand on commence à le trimballer, on le trimballe par des pipes, et dès que vous avez un pipe, vous l'utilisez. C'est pas un pétrolier qu'on détourne comme on détourne un céréalier ou un bateau avec de la gomme de goire, selon le coût de telle ou telle chose. Je vous rappelle quand même qu'on vient de loin, parce que dans les années 60 au Moyen-Orient, le gaz, on le torchait. On ne le réinjectait même pas dans les gisements de gaz, on le torchait. Et à cette époque-là, on dépensait en énergie l'équivalent des consommations automobiles du parc automobile européen. Donc on a quand même progressé un petit peu. Vous voyez qu'il faut être optimiste. Le nucléaire. Alors le nucléaire, deux remarques là-dessus. Ça, c'est la puissance installée. Vous allez voir pourquoi je m'arrête à 2000. C'est pas du tout que je suis sectaire. C'est que ça ne sert à rien d'aller plus loin pour le raisonnement. Les premiers électrons sont arrivés là, et puis qu'on a mis dans le réseau, j'entends, et voilà, ça a monté régulièrement pour atteindre un certain pourcentage, 5, 6, 7% de la consommation d'énergie mondiale, si on veut le mettre, gardons cette donnée-là. Alors, j'utilise souvent ce dessin parce que quand on commence à parler de la fusion, par exemple, la fusion, on sait très bien que le projet ITER va démarrer,
Ce projet ITER, s'il marche très bien, pourquoi pas, moi ça ne me multiplierait pas. Il faudra faire un ITER 2, qui va durer encore une trentaine d'années, et puis un ITER 3 probablement, et après on aura peut-être des électrons, si ça marche bien, qu'on mettra dans le réseau. Il faudra encore 30 ans pour arriver à un pourcentage de ce genre. Donc la fusion, si elle marche, c'est une affaire de 100 ans. Il y a 15 ans, on ne disait pas ça, mais maintenant tout le monde dit ça, y compris les nucléaristes les plus acharnés. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Alors, je ne fais pas de provocation, mais le nucléaire pique, l'expression est de moi, elle consiste simplement, elle est par analogie bien entendu. Ce dessin est avant Fukushima, avant Fukushima. Et il concerne la production, pas le potentiel. Avant c'était la capacité de production, là c'est la production effective. Et on constate qu'elle commence quand même à se tasser un petit peu. Et en plus quelques vieux réacteurs qui commencent il faut sortir du jeu, on en remet quelques d'autres, etc. Donc on a une certaine stabilisation. Et on voit bien là dans ce cas-là, en gros l'électricité c'est basiquement des produits fossiles, un petit peu de nucléaire, un petit peu d'hydraulique, et là on voit apparaître un petit choya d'énergie renouvelable. Choya en arabe, c'est choya en français. Quelques actions à court terme, etc. dans ce contexte. Alors le contexte il est là, il est assez simple. Vous faites le calcul suivant, que tout le monde peut faire, 200 000 habitants de plus par jour. Chacun consomme en moyenne 1,5 tonnes d'équivalent pétrole par an. La tête par an, c'est 1400 watts. Ça veut dire que chaque jour, il faut mettre en place des bazars qui vous fabriquent 400 mégawatts en continu. Ça n'existe pas. Même un réacteur nucléaire, on va le faire marcher 8000 heures. On va le faire marcher 7500 heures, parce que ça va m'arranger tout à l'heure pour un calcul qui est là. Une éolienne, on va mettre 2500, parce que ça va m'arranger pour le même calcul. Mais en gros, il faut faire ça tous les jours. Alors les Chinois nous font une centrale à charbon par semaine au moins. Et quand un chef d'État va inaugurer 2 éoliennes, il fait perdre son temps à tout le monde, parce qu'on n'est pas du tout à l'échelle des enjeux. Et comme c'est pas continu, selon que ça sera mon nucléaire, mon éolienne ou n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut installer des bazars qui auront des puissances par jour, à peu près de 600 à 1000 mégawatts, puis ils permettront de s'en sortir. Donc on comprendrait bien que dans un contexte aussi tendu, l'urgence c'est les combustibles carbonés, on tape dans la caisse parce qu'il faut aller le plus vite possible, ce qui n'empêche pas de faire feu de tout bois, et puis quitte à être un peu tartouille, la meilleure source d'énergie, ça reste quand même les économies d'énergie, c'est banal et j'en prendrai éventuellement quelques exemples. Avec 2-3 clés. L'approche intégrée, écologie industrielle, là, ce matin j'étais à un séminaire qui était sur l'écologie industrielle et la territorialité. Ça c'est une expression très danoise qu'on commence à utiliser un peu partout. Ça consiste à dire, quand on n'est pas compétitif, 2 entreprises qui ne sont pas compétitives, qui ne sont pas sur les mêmes marchés, elles peuvent échanger plein de choses, et il y a des tas d'exemples qu'on pourrait prendre, que je n'ai pas pris ici parce que c'est hors sujet, où on arrive à faire des optimisations globales. La logique des smart grids, ou les réseaux dits intelligents électriques, relève un petit peu de la même logique. Ne nous effrayons pas de dire oui, mais avec toutes ces éoliennes, ça va être la pagaille. Aux États-Unis, il y a 2700 distributeurs d'électricité. 2700. Bon, de temps en temps, c'est vrai, ça collapse. Bon, c'est vrai, mais de temps en temps, même sans nécessairement avoir mon âge avancé, on se prend un vol dans un escalier, on se casse la figure. La catastrophe, ça existe un peu partout. Deuxième clé, donc, écologie industrielle. Deuxième clé, analyse des cycles de vie. Une manip qu'il faut faire assez sérieusement, qui est plus facile à dire qu'à faire. Je ne prendrai pas l'exemple du nucléaire avec le stockage, le démantèlement, mais même si je prends un champ, j'ai un champ qui est là dont j'ai rien à faire, qu'est-ce que je vais faire? Le champ est humide, j'ai assez d'argent ailleurs, j'ai une fille qui naît, je plante des peupliers. Je retiens comme ça que les peupliers ça se coupe à 20 ans, parce que quand je marie ma fille, je coupe les peupliers, ça fait la dot. Et pendant ce temps que les peupliers pompent du carbone, c'est très intéressant, mais ça ne me rapporte rien, quoi. Donc évidemment, c'est la différence entre le forestier et le cultivateur. Alors à ce moment-là, peut-être que les biocarburants, c'est plus intéressant, parce que moi j'aurai de l'argent que je gagne tous les ans. Mais sur le plan écologique, les deux choses peuvent se discuter. Il faut faire des analyses de cycle de vie assez comparatives là-dessus. C'est pas très simple. Troisième clé, feu de tout bois, tous les coups sont permis. La récupération de la géothermie, y compris les fluides à basse énergie, qu'on voit dans tous les sens. Ça va jusqu'au puits canadien, toute une série de choses qu'on fait dans tous les sens. Donc au fond, si j'écoute Pimentel et Pimentel, c'était un couple, alors je ne sais jamais s'ils étaient parents d'eux, ou s'ils étaient hommes et femmes, ou frères et sœurs, mais c'est des Australiens. Et ils ont fait un petit dessin que j'aime bien, parce qu'au fond, ils nous rappellent que les combustibles fossiles sont un instant de l'histoire de l'humanité. Ça a commencé en gros en 1700, et vous voyez qu'ils sont assez optimistes, ils vont jusqu'à 2400. Ils pourraient partir tranquille, se coucher. Alors maintenant, quelles actions à court et moyen terme, on va aller assez vite. Bon, la démarche que j'avais faite à un moment donné était de faire... J'ai fait une conférence qui est sur un site de l'Académie d'ailleurs, qui était l'énergie en 2200.
non pas pour raconter n'importe quoi à des gens qui de toute façon ne seront pas là pour me contredire après, mais pour qu'on évite tous les débats sur le pétrole, les fossiles, etc. On sortait du jeu. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors ben, c'est simple, hein, vous prenez le camembert qui est là, dont je vous rappelle qu'il grossit quand même un petit peu au fur et à mesure que le temps passe, hein. On l'a vu il y a quelques instants. Et puis je scratch le pétrole, je scratch le gaz, je garde un peu le charbon parce qu'il faut bien garder quelque chose, et à quoi je joue? Alors, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je peux continuer à énumérer, là, à travailler, ma fusion, tout ça c'est intéressant, mais peut-être qu'il faut que j'oublie pas que je vis au soleil. Le soleil, 1370 watts par mètre carré sur un panneau bien exposé au soleil hors atmosphère, 31% qui repartent, c'est ce qu'on appelle l'albédo, hein, par diffusion ou par réflexion sur des glaciers, un réacteur nucléaire qui fonctionne de manière qu'on ne connaît pas trop, mais on sait qu'il y a quand même des tas de petites choses dans ce fameux petit cycle de 11 ans de temps en temps qui fait varier un peu les choses. L'aspect énergétique est important, mais l'aspect onde électromagnétique de toute espèce est plus important. Si je m'amuse à faire ça, les régions ensoleillées, on les connaît toutes, ça c'est des 240 watts par mètre carré, c'est moyenné sur 24 heures. Hein. Donc c'est évidemment dans la journée un peu plus important. Les zones on les connaît, vous les reconnaissez. Et si je m'amuse, alors là c'est un peu gamin, mais à diviser tout le flux solaire que nous recevons sur la Terre, albédo déduit, et que je divise par le nombre d'habitants, ça fait 18 mégawatts par habitant. Alors vous allez me dire, par rapport à ce dont j'ai besoin pour me nourrir, ce dont j'ai besoin pour des énergies explicites, ça fait beaucoup, beaucoup. Ah, là on s'y répartit partout, il y a les 2/3 d'océan, il faut se calmer hein, dans cet enthousiasme. Et donc ça nous explique d'ailleurs ce genre de débat qu'on trouve avec deux espèces d'écologistes d'ailleurs. Écologiste c'est pas un mot grossier, hein, je vous rappelle quand même. Il y a des gens qui disent, voyez, le monde s'est complètement perverti, on consomme beaucoup plus, alors que si on était là, tous à vivre version Hare Krishna, en mangeant du rutabaga, on consommerait beaucoup moins. Et puis d'autres qui sont tous aussi écologiques, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Regardez, si on était capable de gérer un peu plus correctement tout ce qui est en énergie solaire, avec une gestion correcte, on pourrait vivre correctement, ce qui n'empêche pas de faire des économies sur les énergies explicites. Alors, les renouvelables, quelle voie? Alors, les énergies renouvelables, celles dont je vais vous parler, photovoltaïque, solaire thermodynamique, éolienne, géothermie. Je surveille le temps puisque je suis à 12 minutes et je finis dans 20 minutes, ou plutôt avant. Première remarque, le photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque, on le voit se développer un peu partout. Cette planche-là que j'ai faite récemment, celle que j'avais faite l'an dernier est complètement différente parce que les stats sont très très compliqués à récupérer. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une montée colossale. C'est vrai qu'en croissance relative, c'est la croissance la plus forte. C'est pas uniquement parce que les vilains chinois sont des abominables, c'est pas uniquement parce que l'électricité EDF, pour faire bien, rachète un peu d'électricité à celui qui met un petit panneau, c'est parce qu'il y a un développement qui est tout à fait considérable. Alors attention, ce sont des watts crêtes. Donc effectivement, si je me ramène à tout ce qui fait sur 24 heures, il faut que je fasse une petite moyenne. Donc ça, c'est 70 tranches de 1000 mégawatts crêtes. Donc si je me mets à faire un truc continu, ça doit faire 15 ou 10 ou 15, puis n'ayons pas. Mais ça se développe très fortement. On en trouve partout, on en trouve là. Il y a des grands projets, hein. La Chine a un projet en Mongolie de 2 gigawatts, le Maroc installe des trucs. Le solaire en direct, c'est autre chose, bien entendu, c'est ce que j'appelle le thermique, dont je ne veux pas parler, c'est tous les capteurs qu'on connaît, et je vais m'intéresser au thermodynamique, c'est-à-dire qu'il y a l'arrière-pensée de faire de l'électricité, puisque c'est quand même le vecteur privilégié pour bien des choses. Donc là, il n'y a pas photo, cette énergie solaire, il faut la concentrer. Donc c'est les systèmes à concentration qu'on voit un petit peu partout. En gros, il y en a 4 espèces. Des réflecteurs de Fresnel dont on parle un peu, mais que je ne traite pas ici. Des cylindros paraboliques qu'on va regarder. Les fameuses tours, sur lesquelles on voit des choses. Et puis des capteurs paraboliques qui sont comme ça, au foyer desquels on met un petit moteur Stirling qui fabrique de l'électricité. On verra tout ça tout à l'heure. Le cylindro parabolique, il est là. Je le rappelle parce qu'on finit par oublier comment ça fonctionne. Bon, c'est des miroirs qui sont fixes dans la direction longitudinale, mais qui tournent un petit peu avec le soleil comme ça. Et dans la ligne focale qui est ici, on met 2 tubes. Il y a un tube, on va dire en verre, hein, peu importe le matériau, et puis à l'intérieur un tube métallique. Pourquoi? Parce que finalement, on va y faire circuler un fluide qui va chauffer très fort, hein, qui va monter pratiquement à quelque chose comme 300-400 degrés. Ça peut être soit des huiles synthétiques, ça peut être aussi des sels, des composés salins, ça peut être toute une série de choses. Et c'est assez intéressant parce qu'on va, pendant que le soleil tape, on va réchauffer ce fluide, dont on peut stocker une partie, ce qui permet d'avoir en CR thermodynamique une production continue d'électricité. Et puis après, une fois qu'on a ce fluide chaud, on va évidemment échanger avec un échangeur quelconque pour de la vapeur d'eau, faire de la vapeur d'eau, et puis une fois qu'on a de la vapeur d'eau, on est tous capables de faire de l'électricité, ça marche à peu près bien.
Et ce qui est intéressant à noter, c'est que les solaires thermodynamiques permettent des stockages. Alors, ça, c'est pas quand même une vue de l'esprit, voilà Kramer Junction, hein, ça marche depuis 1981, 150 watts mégawatts électriques. Bon, ça fait de la surface, c'est clair. Hein. Vous retrouvez un projet plus récent, dont on va voir la taille, qui est quand même un peu impressionnante, qui a été inauguré en octobre 2011, avec à la fois du fric. Bon, j'aime pas trop ce fric, parce qu'il vient en gros du pétrole fabriqué à 4 $ le baril, vendu à 50, ou quand c'est pas 80. Bon, enfin, que ce soit le PSG, pourquoi pas, c'est encore mieux que ce soit Gema Solar, j'ai pas d'objection. Ça marche comment, ça? Donc ça, cette fois-ci, c'est des salles fondues, hein, vous avez. Stockage, là, ils font à peu près 15 heures de restitution, donc on est sur un continu. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait quand même beaucoup, hein. 195 hectares pour 12 mégawatts. Ce matin, j'évoquais un système d'écologie industrielle avec 2 échangeurs entre un fabricant de yaourt et un récupérateur de je sais pas quoi de produits pharmaceutiques. On échangeait 12 mégawatts avec un échangeur de 3 mètres cubes, quoi, en tôle, enfin en inox. Alors voilà, évidemment, quand on concentre tout ça sur la tour, ça chauffe, pas étonnant. Et je passe, après avoir vu le photovoltaïque, le solaire thermodynamique, à l'éolien. Alors l'éolien, c'est aussi un grand débat. Oui, mais ces éoliennes, ça fait du bruit, il y a 3 chauves-souris qui sont malheureuses. J'aime bien les chauves-souris, j'ai pas d'état d'âme. Mais quoi qu'on dise, ça se développe. Vous avez actuellement une trentaine de compagnies qui fabriquent des éoliennes comme ça. Elles sont à peu près pareilles. Elles sont évidemment assez hautes. Il y a toujours ces histoires de couches limites, et encore, on ne va pas se mettre dans les forêts. Et puis après, c'est évidemment, on va trop, le gigantisme est assez limité. Il y a un projet de Vestas à 7 MW, mais en gros c'est ça. Vous savez tous comment ça marche, hein. C'est comme un papillon, un filet à papillon qui capte l'énergie cinétique. Vous faites 1000 d'EuroV2 pour l'énergie cinétique volumique, vous multipliez par la vitesse, par la section, vous avez le flux qui traverse. Évidemment, il y en a qui s'échappent à travers des pales, et vous avez une estimation de la puissance. Alors voilà les puissances installées en éolienne. Alors ça, c'est quand même relativement intéressant. D'abord, ça monte. Cette source-là n'est pas mauvaise. Hein. Vous avez mes coordonnées après, et je vous laisse le texte, mais elle est relativement correcte comme site, un site relativement intéressant. Et c'est de là que viennent ces données. Les prévisions, c'est 420, et j'ai mis 420 parce que ça m'arrange, mais c'est pas faux, hein, en 2014. 420, si je le fais marcher 2500 heures, alors que mon réacteur nucléaire, tout à l'heure, je le fais marcher 7500, ça veut dire que ces 420 sont équivalents à 140 réacteurs nucléaires. Alors qu'on en a à peu près 400 qui tournent à peu près de par le monde. Donc c'est plus une affaire négligeable. Et vous avez vu que pour la distribution électrique, surtout dans des territoires ou des pays où on n'est pas prêt de refaire des lignes de 400 000 volts, voir ce qui se passe un peu partout dans ce beau pays, ce cher et vieux pays, comme disait De Gaulle, on voit l'intérêt de production dispersée, etc. Alors en Tunisie, on voit là, c'est un truc qui marche. Bon, c'est vrai que l'avenir est plutôt l'éolien en mer, parce que les vents sont plus réguliers, les contraintes sont différentes. Je ne vous parle pas du projet Desertec parce que je n'ai pas le temps, et puis c'est un peu hors sujet. Et puis j'oublie pas la géothermie, parce que... Desertec, c'est pas abandonné? C'est ce qu'on dit. Mais vous savez, on abandonne des choses, et puis on revient en arrière. Regardez ce que font les politiques en général, quels qu'ils soient. Non, Desertec, au fond, ça finira forcément par se faire. Pas de la même manière. Bon, les Allemands ont un peu boudé, parce que finalement, ils sont maintenant, avec les décisions prises d'abandonner le nucléaire, ils sont refocalisés sur beaucoup d'autres choses. Vous avez un appel d'offres de centrales thermodynamiques au Maroc de 140 MW, que je cherche, l'appel d'offres pas interrompu. Il y a quand même des gens qui vont le faire. 140 MW, c'est pas énorme, mais c'est existe. Alors la géothermie, on parle, j'évoquais le puits canadien tout à l'heure, j'évoquais des tas de choses. Tout le monde connaît le gisement de l'Arderello, parce que c'est un Français, François de Lardarel, qui cherchait, je ne sais plus ce qu'il cherchait, pas du soufre, un produit quelconque. Et puis il est tombé là-dessus, et donc maintenant c'est une des centrales les plus actives électriques. Il y en a une autre qui a été inaugurée très récemment, le 23 juillet dernier, au Kenya, avec des objectifs un peu du même genre. Bon, ben on avance bien, à peu près terminé, j'avais dit 20-25 minutes, j'approche de la fin. Dans ce décor-là, où on voit une puissance, et de toutes ces choses-là derrière, il y aura forcément beaucoup de moyens financiers, il y aura beaucoup de discussions, il y aura beaucoup de débats. On les a vus sur les éoliennes, on les voit sur la géothermie, on les voit sur toute une série de choses. Le gaz de schiste n'est pas différent à cet égard. C'est ça que le message que je voulais un peu vous passer. Ça fait partie d'un monde où on n'a rien sans rien. Et on a quand même été très handicapé par d'autres choses. L'information, ça circule vite. C'est pour ça que les banquiers se contentent de faire circuler de l'argent sur des réseaux plutôt que de transporter de la matière. Il faut être ingénieur et un peu fou pour transporter de la matière, c'est pas intéressant. Il vaut mieux faire du Monopoly et faire des trucs virtuels. Et puis ensuite, il y a des objets très simples, domestiques, industriels, qui sont développés très vite.
Téléphone portable, ça s'est développé beaucoup plus. Maintenant, il y en a pas loin de 7 milliards dans le monde. Pratiquement, il n'y en a pas un par habitant. Mais ça commence à ressembler à ça. Et alors, on finit par croire que tout va aller très très vite. Et on oublie toujours que dans le domaine de l'énergie, à cause des masses à manipuler, etc., il y a une inertie qui est tout à fait considérable. Y compris dans une turbine à gaz qui est sympa parce qu'elle est très monotone de consommation, les matériaux sont de plus en plus légers, les rendements sont de plus en plus simples, ça s'allume quasiment comme un chauffe-eau, c'est pour ça qu'on les utilise pour les pics de consommation. Je vous rappelle qu'on est dans un pays où le pic de consommation, qui doit être à 130 gigas maintenant, le dernier record battu, croît beaucoup plus vite que la consommation moyenne, donc il faut gérer ça. Alors je sais bien que l'électricité nucléaire, quand on en a trop, on la vend aux Suisses, qui tranquillement nous les remontent dans les lacs et qui nous la revendent quand, pour les Suisses, on doit leur faire confiance pour ça. Il n'y a pas que le fric qui savent gérer. Et donc ils nous le revendent un peu plus cher, ils se débrouillent. Donc on n'oubliera pas le problème de l'eau, il faut quand même le dire. Ça, je vous présente le sud tunisien où j'ai quand même traîné ma vie pendant 5 ans, ce qui est pas, ça change un peu des montagnes pyrénéennes. Ça, c'est le fameux système ST1. Alors attention, ces chiffres-là, c'est des gigatonnes de carbone. Et quand vous regardez les documents, entre le carbone et le CO2, il y a souvent une grande confusion. Alors vous vous inquiétez pas, vous vous souvenez de la masse atomique du carbone et la masse moléculaire du CO2. Donc il y a un 44/12e à mettre quelque part. Donc si ce chiffre ne vous plaît pas, ça doit être 2700 parce que c'est l'autre. En gros, il y a les océans, l'atmosphère et la biomasse, qui est basiquement la biomasse végétale et essentiellement les forêts. Et puis nous, on crachouille là-dedans un certain nombre de choses. Crachouiller là-dedans, ça veut dire évidemment le débat qu'on évoquait tout à l'heure, avec un cycle compliqué, des choses que, quel que soit l'enthousiasme des climato-sceptiques, on ne peut pas dire que ça ne dérape pas. C'est comme ça qu'on a vu apparaître cet anthropocène géologique à la naissance de Crutzen. Maintenant tout le monde parle d'anthropocène. Mais il n'y a pas que le CO2, il y a aussi le méthane, j'évoquais tout à l'heure suite à une question qu'on posait. Ça, c'est un petit dessin que je dois à Gérard Mégy, à l'époque où il était au CNRS avant qu'il ne nous quitte pour d'autres cieux. Donc ça date un petit peu, mais c'est quand même intéressant. C'est à peu près 90, et c'est à peu près pré-industriel. Alors il n'y a pas l'éclatrate, il y a tout de suite des choses qui ne sont pas là. Il n'y a pas le dégazage du permafrost, il n'y a pas de choses très compliquées. Mais on revoit bien quand même des choses assez naturelles. Bon, d'abord, tout ce qui est décharge, le gaz pétrole, il est là. Donc le fameux méthane dont nous parlions tout à l'heure, il va traîner un petit peu par là aussi, il va se retrouver par là. De toute façon, du charbon, on le retrouve ici. Source naturelle, il n'y a pas tant qui dégage beaucoup. Les marécages, il y en a de moins en moins, donc il y a de moins en moins de plantes qui fermentent, donc il y a effectivement moins de méthane. Alors évidemment, on peut supprimer la céréale, qui est le riz, première source de nourriture alimentaire mondiale. Je vais vous faire du mauvais coluche, donc arrêtons. On cultive, c'est vrai qu'on commence à cultiver des espèces de riz qui ne vivent pas les pieds dans l'eau, donc c'est quand même un progrès. Le fameux problème des ruminants, dont je vous rappelle que ça sort dans un ruminant par l'avant et pas par l'arrière, la fermentation. Et en conclusion, si on en a temps, voilà ce que je disais sur ma fameuse conférence pour 2200. J'ai rien changé parce que c'était idiot de changer un truc qui n'a rien à voir, mais je change un tout petit peu. Alors vous avez le charbon, je l'ai mis, continuons à servir avec quelque chose. J'oublie pas les réactions de Fischer-Tropsch, j'oublie pas toute une série de choses. Le pétrole, gaz, tous ces produits-là, je crois que de toute façon ils vont décroître. Et dans 100 ans, dans 200 ans, je pense qu'ils auront quand même un petit peu décru. Le nucléaire, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'il y a le débat sur ce que devient la fission. Et puis 2200, il y a peut-être un décollage de la fusion. Alors ça, on ne sait pas trop ça. L'hydraulique devrait continuer à se développer, mais peut-être plus par l'étude des courants, tout ce qui est hydrolienne et toutes ces choses-là, que la partie hydraulique classique. Les biomasses, je ne les fais pas monter tant que ça, parce que contrairement à ce qu'on croit, on utilise beaucoup les biomasses déjà. Et une partie de biomasse est recyclée pour la partie culture, etc. Et puis là, j'ai fait croître un peu raisonnablement les choses. Je pense que j'ai été trop modeste sur la croissance du photovoltaïque et sur l'éolien. Tout ça, c'est des pourcentages, évidemment. Alors, le bouquet, on retrouve les mêmes fondamentaux, je ne vais pas les répéter. Photovoltaïque, courant, éolienne, géothermie. Des actions à court terme et long terme, bon, c'est les économies d'énergie, ça reste la clé. C'est très facile de dire bon, les mauvais chevaux, c'est pas facile à imaginer. Chaque année, on voit des gens qui achètent des chevaux moyens et qui gagnent des prix, donc sans dopage apparemment. Donc c'est pas tellement évident. Mais l'énergie solaire, ça n'avancera qu'avec les matériaux, y compris le photovoltaïque, qui continue à progresser excessivement vite, et bonne vue recherche et application, et les systèmes, et puis pour le reste, avancer à marche forcée. Et l'histoire, elle est quand même un peu optimiste, parce que finalement, on a des combustibles fossiles, on sait qu'on tape dans la caisse, donc le stock diminue, donc il faut être économe.
Mais ça tombe bien parce que les combustibles fossiles, si on en brûle un peu trop, ça fait du CO2. Et donc à la limite, il y a une sorte de principe de précaution qu'on serait dit, gardons les fossiles le plus longtemps possible ou économisons-les un tout petit peu, parce que finalement c'est commode, en particulier pour les combustibles pour les transports, qui reste un point tout à fait important. Donc ça tombe relativement bien. Donc parmi les clés, ne pas dépasser les problèmes, c'est le biocarburant versus l'alimentation humaine, analyse systémique, exhaustive, comparative, cycle de vie. L'énergie n'est pas le seul, l'alimentation aux matières premières. Un ardent impératif, la réduction des inégalités. Alors demain, c'est un petit terme précis, 8,5 c'est assez précis, vous avez vu que la fourchette est 2030-2050. Mais c'est en gros là-dessus qu'on est. C'est quand même une période, 2030-2050, où le troisième pays le plus peuplé du monde sera le Nigeria. C'est-à-dire Chine, Inde, Nigeria, États-Unis. L'Europe étant encore pour l'instant non complètement consolidée. Donc les quatre grandes clés sont eau, santé, alimentation. Vous n'empêcherez pas l'universitaire de finir par éducation. Et je vous remercie. Alors j'ai un mail qui n'est ni TN Tunisie ni FR France. Et vous pouvez retrouver... Alors, il y a un certain nombre de topos que j'ai dû faire qu'on trouve en référence sur les sites de l'Académie des sciences et par des sites variés. En particulier, on a eu une discussion, j'évoquais avec Roland tout à l'heure, avec un géologue qui connaît bien à Montpellier, où on a eu un débat qui a été filmé sur Univers Science, où là on a débattu un petit peu sur l'ensemble des choses. Ce que j'ai retenu, mais c'est ce que tu as dit très justement, mais sur lequel je voudrais insister, autant les fondamentaux, on les connaît. On a pu débloquer les gaz de schiste à cause des puits horizontaux. Moi j'ai travaillé sur les récupérations du lourd dans les 65, on ne se posait pas cette question, on n'avait pas ça. Qui était vraiment la clé. Et ensuite la fracturation hydraulique. Ça c'est les deux clés tout à fait importantes. Et après il n'y a pas trop grande différence avec les gisements de pétrole et les schistes, à une nuance près très importante, et on a trouvé que c'était effectivement un point important que son collègue Montpellier avait souligné, et tu l'as dit très explicitement, c'était tous les métaux ou bazar, y compris des radionucléides, qu'on peut trouver dans les schistes et qui sont ressortis par ce processus-là. Donc ça, il faut faire vraiment très attention, c'est un peu un petit point clé auquel il faut, je crois, porter attention. Mais bon, comme disaient les Toubib, vous savez, il n'y a qu'une seule maladie sexuellement transmissible, mortelle à tout coup, c'est la vie. Donc finalement... où on passe la main, où on continue. Je crois qu'il faut rester quand même basiquement optimiste. Je suis à votre disposition pour quelques questions, si la maîtresse du jeu, et y compris sur ce qu'a dit Roland, bien entendu, puisqu'on reprend la discussion. Il vous manque une lettre, là, en arabe. Oui, sur Choukran, oui. Oui, il manque le N, vous avez raison. C'est bien de voir que quand même, il y a des gens qui... ne serait-ce que pour ça, je ne regrette pas de l'avoir mis. Et vous avez raison. Je vais faire un peu le fond de la salle. Alors, le fond de la salle. Deuxième question. Oui, bonjour. Juliette Jacquier. Je voulais savoir simplement, alors une question pour l'un ou l'autre, je ne sais pas trop, qui sont les acteurs majeurs de la recherche sur le gaz de schiste aujourd'hui, qui sont industriels ou universitaires? En France ou dans le monde? Commençons par la France et après dans le monde. Tu peux, en tant que grand patron ou un des acteurs de l'IFPEN, tu peux répondre là-dessus. Alors, bon, pour le moment, il n'y a pas à part les parapétroliers français mais qui travaillent à l'étranger, parce que bon, il y a quand même beaucoup d'actions en dehors, notamment bon, où les pétroliers comme Total ont des actions au Danemark, ont des actions aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont un peu de partout. Voilà, tous les acteurs, je dirais, du pétrolier, du parapétrolier français comme autres, se lancent dans le marché. Il y a pas de, je dirais, il y a très peu qui disent qu'ils font l'impasse là-dessus. Pour des raisons à la fois, je dirais, ils peuvent pas ne pas y être. Alors après, est-ce que ça se développera pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, ou est-ce que finalement, comme certains disent, attention, effectivement, on est dans la phase exponentielle, enfin que les gens aiment bien exponentielle, mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc pour simple raison de nombre de puits qu'on va forer, donc tout ceci va finalement, la courbe va s'aplatir. Allez, dans les années 2025, la courbe sera déjà complètement aplatie. Voilà, les gens y sont. En France, quasiment personne. Il faut être clair, les opérateurs s'en vont les uns après les autres, ou que leur permis a été abrogé, ou tout simplement du fait que, ne voyant rien dans les 5 prochaines années, bon, voilà, laisse tomber. Bon, ce qui veut pas dire qu'on n'en fera jamais.
Mais à court terme, en France, il n'y aura pas vraiment d'acteurs. Enfin, sur le sol français, je veux dire. Il y aura des acteurs français sur le sol étranger. Oui. Sur le plan universitaire, vous avez des universitaires, je citais le collègue de Montpellier tout à l'heure, mais qui travaillent accessoirement sur le gaz de schiste, mais en liaison avec des gens, enfin, la recherche sur le pétrolière, elle est quand même concentrée par des structures type institut de recherche, hein, que des systèmes universitaires, même s'il y a des compétences très utilisées et très utilisables partout. Hein. Mais vous savez, la recherche, c'est des choses tout à fait étonnantes. Tu parlais du parapétrolier tout à l'heure, il y a une chose que, par exemple, nous sommes les leaders dans le domaine des flexibles en mer, avec une boîte qui s'appelle Coflexible. Eh oui. Mais pourquoi on est leader? Parce qu'il y a eu un type complètement farfelu qui faisait du forage à l'IFP et qui a travaillé sur le flexoforage. Et le moi j'ai vécu à côté d'une machine qui testait les flexibles. L'idée de ces flexoforages, c'est complètement idiot de mettre tous ces tiges métalliques qu'on visse. On va avoir un flexible, on conduira l'électricité en bas, on fera par le fond. Et puis on remontera ça comme un tuyau de gaz, ça va être super sympa. Donc le dénommé Delacour, puis c'est de celui qu'il s'agit, et qui était un homme de très forte personnalité, avait décidé qu'on allait travailler sur le flexoforage. Donc pour ça, il fallait quand même des conduites super géniales, super costauds, descendre l'électricité, remonter le signal qui était au fond, enfin, un vrai machin. Pendant des années, moi j'ai vécu, en faisant mes autres recherches, avec un machin qui testait, et que je te tire, des flexibles dans tous les sens. On a fait des essais avec les Russes, dont la logique rentable du RSS étant pas tout à fait la même que celle d'une économie sauvagement libérale. Là c'était un peu sauvagement centralisé. Et donc il y a eu des essais de 500 mètres, mais après le problème c'est quand on rajoute, pour la 1000 mètres, il faut rajouter une deuxième bobine, donc le raccord ça devient super compliqué quoi. Donc finalement tout ça, ça a été un échec, comme l'essai dont nous parlions une fois en échangeant un mail sur les essais nucléaires américains, mais ça c'est une autre histoire, souterrain. Mais résultat, quand sont arrivés l'exploitation en mer et les flexibles, on était super bons. Parce qu'on avait fait des tas de flexibles super costauds, on pouvait transmettre 36 informations, etc. Et Coflexible est parti avec une longueur d'avance par rapport à tous les gens qui ont fait des flexibles en mer. Alors j'ai pas dit qu'il faut travailler forcément sur un truc utopique en se disant bon c'est ça qui amène, mais cette histoire est strictement vraie. Et elle justifie, elle montre qu'il peut y avoir, il faut être attentif à tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fois des choses, on travaille un peu sur un objectif, et puis c'est peut-être en latéral qu'on aura l'objectif qui prend le jackpot. Ça vaut pour beaucoup de choses ça. Oui, s'il vous plaît. Vous avez parlé des réserves qui existaient en Russie. Est-ce qu'à votre connaissance, ils commencent à exploiter les schistes bitumineux en Russie? Alors, pas encore, hein, mais même au niveau gaz, il n'y a que depuis 1 an ou 2 que les Russes commencent à regarder le non conventionnel. Parce qu'ils ont des réserves de gaz conventionnelles gigantesques. Et ils se permettent, l'idée c'était en fait de dire, de toute façon, le non conventionnel, nous on n'y croit pas. On peut vous fournir autant que vous voulez du gaz pas cher. Donc finalement, même leur but, c'était, même leur action, c'était finalement de baisser leur prix de gaz pour quasiment étouffer le non conventionnel. Bon, ça n'a pas marché avec les Américains parce que les Américains, eux, avaient leur propre stratégie. Mais on voit très bien que le développement du non conventionnel, notamment en Pologne ou dans les pays de l'Est, il y a un côté géopolitique très fort. Simplement, les Polonais aimeraient bien ne pas avoir un psychodrame au mois d'octobre et novembre toutes les années pour savoir s'ils vont avoir du gaz russe et à quel prix. Les Ukrainiens, pareil d'ailleurs. Donc on voit très bien que dans ces pays-là, l'aspect géopolitique est important. Alors les Russes, pour le moment, ne s'y intéressaient pas. Maintenant, changent complètement d'avis. Se disent que leur bassin pétrolier doit être absolument aussi gigantesque au niveau réserve de non conventionnel, et pourquoi pas finalement produire du non conventionnel. Donc il y a un changement depuis quelques années, et certainement les réserves qui n'ont jamais été estimées encore. Tous les chiffres que vous voyez, c'est hors URSS, au sens large. Donc si vous rajoutez l'ex-URSS, on va trouver des chiffres certainement incroyables. A noter aussi que les seuls pays qui n'ont pas été évalués pour le non conventionnel, c'est le Moyen-Orient. J'avais 2 questions sur le premier exposé. Je voulais savoir, premièrement, quelle était la puissance qu'il fallait pour forer un puits. Alors je ne sais pas si c'est le forage ou la fracturation hydraulique, je voulais savoir lequel des deux prenait plus de puissance et quel était l'ordre de grandeur. Et deuxièmement, je voulais savoir quel était, en termes de bilan énergétique, combien j'avais besoin de barils d'énergie primaire pour produire un baril. Je sais par exemple sur les sables
bitumineux. Sur les sables bitumineux, il faut 0,5 baril pour produire un baril. Je voulais savoir ce qui en était pour les gaz de schiste. Est-ce qu'on a fait les calculs? Alors, pour les gaz de schiste, en gros, ce qu'on sait, c'est qu'il faut en énergie 5 à 7% de plus que pour du gaz conventionnel. Donc c'est très faible, en fait. Il y a une énergie supplémentaire. Alors là aussi, il faut raisonner. Actuellement, je ne suis pas sûr qu'on prenne tous les coûts qu'on compte bien tous les coûts. Si un jour, on se met effectivement à faire une véritable analyse du cycle de vie, qu'on dit que l'eau n'est pas gratuite, que le retraitement de l'eau est obligatoire, que les gaz à effet de serre, le prix de la tonne de CO2 ne soit plus négligeable. Là, on changera la valeur. Actuellement, je pense que pour toutes les énergies d'ailleurs, en fait, le coût de revient est plus important qu'on ne pense. Hein, on le sous-estime. Mais pour les gaz de schiste, à part le forage horizontal, mais tout forage offshore, en gros, est à base de forage horizontal. Hein. Tout le deep offshore, c'est des clusters de puits horizontaux. Donc ça change pas grand-chose. Ce qui change vraiment, c'est toute l'infrastructure qui va à côté, c'est-à-dire les compresseurs, c'est-à-dire pas seulement les compresseurs quand ils tournent, mais il faut les amener. Donc ça veut dire des camions qui roulent, ça veut dire des routes qu'on a bitumées. C'est ça les 7% en plus. La puissance, parce que c'était par rapport à votre... vous parliez d'amener l'électricité, je voulais savoir, parce que amener de l'électricité là où il n'y en a pas en pleine Cambrousse, c'est pas évident, hein. Ça dépend de la puissance qu'on tire. Alors la puissance, là vous me posez une colle, je ne sais absolument pas quelle est la puissance. 20 000 chevaux. Pardon ? 20 000 chevaux. Oui, c'est considérable. Hein. De toute façon, il y a deux remarques, je vous le fais des mains. Si vous faites... la fracturation, on injecte, puis il va bien se passer quelque chose. Si vous injectez à faible profondeur, ce qui se passe, on le connaît, vous levez le poids des terrains. Il faut 200 mètres, etc. Donc il y a une fracture horizontale qui va se développer. Là, on ne parle pas de ça, on forme à grande profondeur. Donc évidemment, les fractures, on ne va pas lever le poids du terrain, donc on va avoir des fractures qui vont être verticales. Selon l'état mécanique du matériau, quand vous coincez un savon comme ça, a priori, il ne va pas se fissurer comme ça, il se fissurera comme ça. C'est si vrai que si vous faites les statistiques sur les 100 000 fractures verticales aux États-Unis, en orientation, hein, en histogramme, je parle dans les gisements pétroliers, globalement, l'histogramme, il est plutôt est-ouest. Parce que quels que soient les avatars des rocheuses et tout, globalement, le continent américain, il est un peu coincé comme ça, entre les deux plaques qui sont là. Donc on retrouve ça. C'est pour ça qu'on peut parler, on a des beaux petits dessins des fois avec un puits horizontal et puis des espèces de fractures qui sont verticales, toutes comme ça, à cause de l'état mécanique général du dispositif. Mais quand on voit les installations de forage, donc à 2 ou 3 000 mètres, correspondent à des pressions déjà hydrostatiques qu'on peut calculer facilement avec 10 mètres d'eau et une petite division de 2000 par 10, c'est pas le Cirpader, c'est beaucoup plus volumineux. C'est vraiment du matériel très très rare quand on a fait des fracturations hydrauliques très fortes en Europe, ça fait vraiment du matériel. Bon, et quand on construit un barrage, il y a aussi du matériel pour le reste d'un temps. Dans les barrages, mais c'est considérable. On n'a pas la réponse à la puissance, mais on peut déjà imaginer ce que ça donne. Oui, sachant donc qu'il va rester quelque chose, comme vous nous l'avez expliqué, à moyen terme, d'autres sources d'énergie, etc., et que d'autre part on fait face à une évolution assez forte dans les 50 prochaines années sur la production de pétrole, est-ce que le non conventionnel va permettre de résoudre les problèmes de transport, puisqu'on fait circuler des centaines de millions de voitures avec un carburant liquide, et que d'autre part on a un habitat qui en hiver est mal isolé et en été supporte pas la chaleur. Donc est-ce qu'on va, grâce aux moyens qu'on connaît, espérer faire face à l'évolution, ou est-ce qu'il faut s'attendre à de profonds changements? Oui, bon, d'abord ce que vous dites est parfaitement vrai, vous le savez tous, mais quand vous regardez la consommation, je vais répondre après, hein, la consommation des Canadiens comparée à la consommation des Américains du Nord, il y a pratiquement une tête par habitant d'écart. L'Américain de base doit être à 7 ou 8, mettons, et le Canadien, il est à 8 ou 9, pour deux très simples raisons. C'est plus froid, donc les maisons, on en revient à votre histoire d'isolation, l'habitat est plus dispersé, et que je te roule en voiture. Et ça fait déjà une tête par an de différence entre deux types de gens qui ont exactement le même mode de vie par ailleurs. Hein. Donc là, c'est vrai qu'il y a des gains tout à fait possibles. Il me semble quand même que, indépendamment
de tout ce qui est véhicule électrique, développement de toute une série de choses qui sont intéressantes, hein, et il ne s'agit pas de les nier, on restera quand même calé sur des combustibles liquides. Je n'ai pas dit forcément hydrocarbonés. Hein. L'une des pistes étant celle qu'ont suivi un certain nombre de gens. N'oubliez pas que l'Allemagne, quand elle a subi le blocus de 14-18, elle a développé sa chimie, etc. Et puis son esprit de revanche, on a vu la suite. Hein. Un grand-père, j'ai le plaisir de porter le nom, qui a pondu un bouquin là-dessus, qui s'appelle L'Allemagne sous blocus, publié en 1923. Donc ça veut dire que la prospective, on peut en faire, on peut avoir raison, mais si personne n'écoute, ça ne sert à rien, quoi. C'est une remarque que j'ai tirée sur ma propre morale personnelle. Il ne faut pas trop s'affoler de crier dans le désert. Mais revenons un petit peu à ce qu'on disait. Donc à ce moment-là, l'Afrique du Sud l'a fait avec le blocus, c'était la même chose. Dans toutes les filières combustibles à partir du charbon est à exploiter. Ce qui ne veut pas dire que mon propos est anti-biocarburant, etc. Mais on voit bien la tendance. Que le Brésil utilise des grands espaces qu'il a pour faire du biocarburant, après tout, le Brésil il fait ce qu'il veut. Je ne sais pas au nom de quoi, je donnerai des leçons de morale à d'autres. Mais il y a quand même là un ralentissement, surtout qu'on voit apparaître les microalgues, on voit toute une série de choses. Donc je crois que le combustible liquide, et donc les véhicules à moteur à combustion interne qui avaleront des combustibles liquides, ça reste quand même une clé très très forte des transports dans le futur. Avec évidemment des problèmes que vous sous-entendez, mais que vous ne sous-entendez pas, de densité extraordinaire, comment on gère ça, comment on transport en commun, toute une série de choses de genre. Mais je crois vraiment que le combustible liquide, c'est ça. Et d'ailleurs, le père Dassault, il a acheté une boîte de batterie, une usine de batterie. Alors il dit, mais pourquoi vous achetez des batteries? Il disait, mais parce que je souhaite que la dernière goutte de kérosène soit utilisée dans un avion. C'est la confiance qu'il avait dans les associations carburantes. Mais enfin, les agrocarburants de 2e et 3e génération, à mon avis, s'écartent de votre discours. Ils ne s'écartent pas parce que si vous m'avez bien entendu, vous m'avez entendu dire 2-3 fois, tous les coups sont permis. Et c'est un jeu où il faut jouer à tous les coups. Mais par contre, il peut y avoir des spécificités et des choses... Comme on ne sait jamais ce qu'on fait. Écoutez, regardez, vous avez des mines au Niger. Alors le nucléaire, il n'y a pas de CO2 émis, c'est bien. Quand vous avez des rafales qui surveillent ou qui survolent le désert pour chercher 3 malheureux pimpins piqués par Al-Qaïda, qu'est-ce que c'est qui brûle? Ils brûlent des carburants. Hein. Quand vous construisez un EPR, vous coulez du béton. Il n'y a pas plus énergivore que le ciment et le béton. Hein. Alors vous avez des mines au Niger. On n'en parle pas, ça. Les gaz de schiste, c'est abominable, c'est dégueulasse. Ce qu'on fait au Niger, tout le monde s'en fout. Hein. Bon, en passant quand même. Pas tout le monde quand même. Pas tout le monde, non, mais même Claude Allègre, qui a des côtés originaux, comme tout le monde sait bien, l'a quand même noté, effectivement, dans un édito, quelque part dans un coin. Donc c'est un premier problème. Mais je continue mon histoire, parce que je crois qu'elle va aller jusqu'au bout de l'histoire. Vous faites ça, vous ramenez tout ça, vous le traitez, vous traitez ça, vous mettez ça dans un réacteur. Ce réacteur, il vous produit essentiellement de la chaleur, n'oublions pas. Donc on se prend qu'un tiers de cette chaleur pour faire de l'électricité. L'électricité, on la travaille dans des fils. Dans des fils, il y a des pertes en Joule. L'effet Joule, ça existe. Si les bus sont là sur les fils, c'est parce qu'elles se chauffent les pattes. Après, elles sont plus à l'aise pour attraper la musaraigne de base. C'est tout à fait sympa. Vous arrivez ça chez vous pour chauffer votre lampe ou chauffer votre radiateur électrique. C'est des abominations. Tout ça pour vous mettre. Alors, vous choisissez le binôme que vous voulez, ou le trinôme, j'ai pas du tout de sens moral là-dessus. Sous une couette, hein, avec un chauffage extravagant. Alors que finalement, en se mettant, j'ai pas dit plus nombreux, mais plus serrés, et en doublant la couette, on gagne facilement les 2 degrés qu'on a économisés. Donc si vous voulez, l'économie d'énergie dont vous parlez, elle est partout. Elle n'est pas uniquement dans les fenêtres. Hein. Tout le monde a connu la marmite norvégienne. La marmite, qui tu fais de la cuisine avec une marmite norvégienne? Personne ne sait ce que c'est. Si. Bon, quand même. Bon. Non, mais Benjamin, je te connais. Non, mais moi, je voudrais revenir à une question concernant les gaz de schiste, disons les gaz non conventionnels, le pétrole. Quelle est la fiabilité des estimations? Quasiment aucune. Surtout dans les pays où on n'a pas fait l'exploration. En gros, actuellement, on a déjà beaucoup de mal à faire des estimations du conventionnel alors qu'il y a un siècle qu'on les produit. Il faut quand même pas penser qu'en 5 ans, on va faire une estimation parfaite de quelque chose qui débute juste. Et surtout que dans beaucoup de cas, on connaît, géologiquement, on sait que le bassin s'y prête bien. Hein, le bassin du sud-est, c'est classique. Hein. Depuis le 5e siècle, on sait qu'il y a des fontaines ardentes, donc il y a du gaz dans ces niveaux-là. Alors on peut s'amuser à faire un calcul tout bête.
C'est ce qu'en fait, c'est comme ça que les Américains ont fait leur estimation. On connaît la superficie du bassin, on connaît l'épaisseur moyenne de la couche. Vous vous donnez, soit si vous êtes très compliqué, vous vous donnez une teneur en matière organique, vous faites un petit modèle numérique qui va vous donner combien vous avez de gaz par mètre cube. Vous touillez tout ça et vous trouvez 5100 milliards de mètres cubes. Bon, ça c'est un calcul purement volumétrique. Bon. Statistique, volumétrique. Voilà, bon, on peut rien dire, étant donné que... Alors, je critique pas du tout leur évaluation, parce qu'en fait, ils donnent tous leurs chiffres. Au moins, il y a un tableau, il dit on a pris tel chiffre, on a pris tel chiffre, on a fait tel calcul, on obtient ça. Ça peut se reprendre, donc c'est scientifique. Par contre, tant qu'on n'aura pas fait des forages en conditions réellement de production, on ne sait absolument pas si on va le produire ou pas. C'est pas le tout de dire j'ai tant potentiellement, j'ai tant de milliards, si je peux pas les produire, ils n'existent pas. Oui, mais aux États-Unis, on a fait quand même maintenant quelques milliers de forages, donc on devrait être capable d'aller plus loin. Aux États-Unis, on connaît parfainement, oui. Oui, et est-ce que les évaluations que l'on a fait aux États-Unis ne montrent pas justement que ce n'est qu'un feu de paille? Non. Non, c'est pas un feu de paille. Notamment pour les pétroles de schiste, c'est sûrement pas un feu de paille. C'est quelque chose qui était nul il y a 5 ans et qui maintenant ils produisent plus d'1 million de barils de jour et en 2015 ça sera 3 millions de barils de jour. Alors tout dépend de ce qu'on appelle un feu de paille. Est-ce que c'est sur 25 ans? On ne sait pas. Sur les 10 prochaines années, certainement pas. C'est pas un feu de paille sur les 10 prochaines années. Alors après, comme je vous l'ai dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. On est dans la partie exponentielle, donc effectivement, alors après vous pouvez continuer l'exponentielle pendant 25 ans, et alors là, vous obtenez des valeurs absolument incroyables. On sait très bien qu'à un moment, il y aura un facteur limitant quelque part. Ce qu'on peut espérer simplement, c'est que le facteur limitant, ce soit la demande. C'est-à-dire qu'on ne le produise plus parce que finalement, on n'en a plus besoin, ou moins besoin, parce qu'il y a d'autres choses. Mais dans le non conventionnel, ce n'est pas les ressources qui vont être limitantes. On a l'impression que les ressources, du fait qu'on cherche une roche-mère avec des étendues extrêmement importantes, mais le mauvais côté des choses, c'est que c'est des hydrocarbures qui sont totalement diffus. Donc comme ils sont diffus, il faut faire beaucoup de puits pour les produire. Contrairement, c'est l'antigisement le non conventionnel, c'est l'antigisement. Mais le bon côté, c'est effectivement le fait qu'il y a des volumes énormes. Pour vous donner on peut faire le même calcul, si vous cherchez de l'or, vous faites un petit calcul tout bête, il suffirait de finalement, c'est dans l'eau des océans que vous avez le plus d'or. Mais par contre, vous n'allez pas tamiser, vous n'allez pas faire évaporer toute l'eau pour les produire. Pareil pour l'uranium. Pareil pour l'uranium. Il faut faire très attention de ces calculs qui effectivement vous donnent des valeurs énormes. Donc pour répondre vraiment à votre question, les estimations, il faut faire très attention. Le géologue d'ailleurs, dans sa grande sagesse, vous donnera toujours des volumes d'hydrocarbures en place. Ce qui finalement, on est assez tranquille. C'est des calculs qui sont assez sérieux. Après, est-ce qu'on va pouvoir les produire? À quel coût? Sur combien de temps? Il est bien évident que si on se dit que l'eau est un phénomène, comme l'a dit Michel, un phénomène extrêmement important, et que l'eau doit être gardée en priorité pour l'agriculture, pour l'homme, et qu'on lui donne un fort coût, ça va être un facteur limitant pour les... Alors, peut-être pas pour les hydrocarbures de roche-mère, parce qu'on a peut-être d'autres techniques, mais il est bien évident que pour les sables bitumineux, ça va être quelque chose de rédhibitoire. Si les Canadiens disent le mètre cube d'eau de la rivière Athabasca coûte 50 $, il est bien évident que, économiquement, ça vaut plus le coup de l'utiliser. Ceci dit, la remarque que vous faites, qui est tout à fait justifiée, la logique du feu de paille, on peut se la poser sur beaucoup de formes d'énergie. Dans beaucoup de cas, on s'est dit, est-ce qu'on a vraiment bien tout intégré, on a les cycles de vie, etc. Et je ne parle que des renouvelables, pas des fossiles. Oui. Ça reste toujours une vraie question. Oui, dans les réserves ultimes, là, vous avez parlé du colbet de méthane, des gaz de schiste, mais on n'a pas parlé du tout des hydrates de méthane, dont on parlait beaucoup au milieu des années 2000, les hydrates de méthane qui présenteraient des réserves considérables. Et à l'époque, on commençait à chercher, notamment en Russie et au Canada, je crois, et aux États-Unis. Qu'en est-il exactement? Alors, si on s'amuse à calculer, donc les hydrates de méthane, c'est du méthane qui se recombine avec de l'eau pour former un solide. Les hydrates de méthane, c'est un clatrate. On trouve ça dans les fonds océaniques, à plus de 500 ou 600 mètres de profondeur d'eau. Il y en a de
beaucoup. Alors, on les voit très bien en sismique, donc on en voit vraiment de partout. Il y en a dans le golfe du Mexique, il y en a aussi, et donc dans l'ultra deep offshore et dans les zones arctiques, ou antarctiques c'est pareil, il faut que ça soit très froid. Il y a donc des pergélisols et des volumes de gaz absolument incroyables. Mais alors là, c'est pareil, votre gaz il est totalement diffus. Donc vous vous retrouvez avec une problématique exactement comme les gaz de schiste, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de pluie, et en plus, vous avez un problème thermodynamique. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous dissociez ces hydrates pour les produire. C'est du solide, hein, pour produire du solide, c'est compliqué. Donc vous allez être obligé, une fois que vous arrêtez votre pluie horizontale, que vous aurez fait votre fracturation hydraulique, mais il va falloir fournir de l'énergie. Deux solutions. Soit vous pompez l'eau interstitielle s'il y en a pour faire chuter la pression et vous déstabilisez vos hydrates, soit vous injectez de la vapeur, mais alors auquel cas au niveau injecter de la vapeur, pourquoi pas, mais au niveau bilan énergétique, on va tomber sur des choses voisines de zéro. Ou alors, troisième solution, mais alors ça c'est politiquement très incorrect, vous injectez en très fort volume des inhibiteurs, en gros du méthanol. Mais le méthanol, il va falloir le produire. Donc on ne produit pas du méthanol en pleine Sibérie, ou alors il va falloir des usines à méthanol. Donc vous voyez très bien que c'est une énergie d'avenir qui risque de le rester très longtemps. En gros, il y a effectivement des ressources parfaites. On les a produits dans des pluies pilotes de type Malik au Canada. Les Japonais l'utilisent beaucoup. Mais pour le moment, le rendement est totalement en dehors. Et d'autant plus que les gaz de schiste sont arrivés là-dessus. Ça commençait un peu à reprendre parce qu'on cherchait du gaz. Mais alors avec le coal bed méthane et le gaz de schiste, alors là, ça les a repoussés pour très longtemps. Une dernière utilisation donc, des hydrates de méthane qui est en train de peut-être qui révolutionnera les choses, parce qu'il y a des problèmes géotechniques en plus. Hein. Si vous dissociez votre méthane, vous vous retrouvez avec de l'eau. En gros, un mètre cube d'hydrate de méthane, c'est 184 mètres cubes de méthane, donc c'est bien, mais vous vous retrouvez avec 800 litres d'eau. Qu'est-ce que vous faites de cette eau ? Parce que cette eau que vous remontez en surface, vous ne pouvez pas la jeter dans les rivières, donc il va falloir la traiter et ainsi de suite. Et en plus, au niveau géotechnique, et voilà, la fracturation hydraulique. Mais, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est qu'en fait, vous avez des problèmes géotechniques. C'est-à-dire que vous liquéfiez, actuellement, le sédiment il est solide parce qu'il y a des hydrates. Si vous dissociez les hydrates, ça devient une espèce de boue. Et donc, au niveau géotechnique, votre puits ne tient pas. Et notamment au niveau géotechnique, ça pose un problème énorme dans le deep offshore, c'est que dès que vous avez une pente, vous déstabiliserez votre pente. Et donc vous aurez des problèmes de tsunami, vous aurez des problèmes de géotechnie extrêmement forts. Donc les gens s'y frottent pas. Alors la solution... C'est l'aéroport de Nice. La solution à tout ça, c'est la dernière invention, enfin la dernière idée, c'est, qui est, sur le papier est excellente, c'est de ne pas dissocier les hydrates, mais d'injecter du CO2. En gros, en injectant du CO2, vous créez des hydrates de CO2, qui sont légèrement plus stables que les hydrates de méthane. Donc d'un côté, vous avez des puits injecteurs de CO2, votre CO2 se prend sous forme d'hydrate de CO2. L'avantage, c'est que vous faites de la séquestration de CO2. Vous avez de l'autre côté des puits, puisque vous avez créé des hydrates de CO2, vous avez remis dans le milieu du CH4, sous forme libre, que vous pouvez produire. Donc vous stockez votre CO2, vous produisez du CH4. Et sans problème de géotechnie, puisque vous ne dissociez pas les hydrates. On remplace la molécule de méthane par une molécule de CO2. Alors ça pose quand même beaucoup de problèmes, parce que des problèmes d'injectivité de puits. Tout simplement, quand vous commencez à injecter votre CO2, tout se passe très bien parce que vous avez une très bonne porosité perméabilité, mais dès que ça commence à se prendre en hydrate, vous perdez toutes les qualités pétrophysiques. Et le gaz de schiste, on n'a pas envisagé de l'extraire par le CO2? Alors si, on peut faire des fracturations au CO2. Et en plus, l'avantage, c'est c'est un filtre supercritique extrêmement fluidifiant. Quoi. Voilà, tout à fait. Mais alors à condition, là aussi, pourquoi est-ce qu'on utilise la fracturation hydraulique? Parce que de l'eau, on a de partout. Le CO2, il va falloir l'amener. Alors il y en a de partout, mais encore faut-il qu'il y en ait en grande quantité. Non, en concentré, il y en a. En concentré. Il y a des gisements de CO2, moi j'ai bossé sur un. Donc voilà. Mais aux États-Unis, on a des réseaux de CO2 justement pour la récupération assistée de séparage. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une façon
Tout à fait. astucieuse de capturer le CO2, d'ailleurs pour récupérer plus de pétrole. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, mais c'est étudié. En fait, en gros, on fait feu de tout bois, quoi. On cherche dans tout. Parce que finalement, ce qui est reproché au gaz de schiste, et alors à tort et à raison, c'est de dire si vous nous trouvez des hydrocarbures, finalement, la transition énergétique, ça va être reporté au calendrier grec. Si on a quelque chose qui fonctionne bien, pourquoi est-ce qu'on irait fabriquer des éoliennes si on peut trouver du gaz et du pétrole pas cher et pour longtemps? C'est totalement faux parce qu'en fait, on ne se passera ni de l'un ni de l'autre. Et que simplement, ce qu'on peut espérer, alors quand vous posiez la question, est-ce que vraiment ça va répondre à tous les problèmes dans les 20 ou 30 ans, ce qu'on peut simplement espérer, c'est que ça permette d'avoir une transition énergétique qui soit plus douce et qui soit pas dramatique. Ça serait déjà pas mal. Oui, mais la transition énergétique, il faut qu'elle se fasse avec une température terrestre supportable par l'homme. Or, on a vu tout à l'heure que, on était déjà plus sur les courbes qui permettaient de limiter à 2 degrés en 2050. Toutes les prospectives qui sont faites, si je comprends bien, elles sont faites sur la courbe moyenne, la courbe de ce que font les États, de ce à quoi les États se sont engagés à faire. Oui. Où va-t-on, au point de vue augmentation de température, dans ce cas-là? Puisqu'on est en train de mettre en place un système qui permet de correspondre à cette demande. C'est la demande qui prime, ce n'est pas les conséquences. Ça me semble très gênant. Alors, j'avoue que le géologue ne peut pas vous répondre, hein, parce que c'est vraiment plus, je dirais effectivement, une question de société, de choix de société. Oui, actuellement, c'est la demande qui prime. L'idée, effectivement, on pourrait très bien dire aux gens, s'il n'y a plus de pétrole, vous avez plus de voitures. Voilà, à la limite, pour empêcher les gens de conduire, on pourrait effectivement supprimer les stations de service. Non, mais si le pétrole augmente, nécessairement, les émissions de CO2 qui vont être liées vont diminuer. Oui. Il faudrait que le pétrole augmente. Il faudrait qu'on soit limité par les réserves actuelles. Mais ça me semble essentiel. Oui, mais attention, c'est pas parce que... oui, on peut penser que si on dit, et c'était le discours, il n'y a plus de pétrole, donc on fait monter les prix... ils vont monter. Donc, ils vont monter, oui. Mais on voit très bien que les prix ont monté, la consommation, ça n'a pas diminué. En fait, vous faites payer aux pauvres. C'est les pauvres qui trinquent dans cette affaire-là. C'est ceux qui ne peuvent pas se payer. Non, les pauvres, c'est les premiers qui payent dans le cadre du réchauffement climatique. Donc il faut bien voir ça de façon très générale. Je vous propose de continuer la discussion autour du pot. Merci.